Bonjour à vous et bienvenue à ce webinaire consacré au codage MEDRA des erreurs médicamenteuses, mais pas que des erreurs médicamenteuses en fait, puisque ce webinaire va aussi couvrir les autres anomalies d'utilisation de médicaments telles que les mésusages, les abus, les prescriptions hors indication, etc. Je m'appelle François-Peter Longo, je suis médecin, j'ai travaillé très longtemps dans l'industrie pharmaceutique et désormais je travaille avec la MSSO MEDRA. Je m'occupe de la version française et aussi des formations en français. Alors ce webinaire est prévu pour durer environ 2 heures. Ça devrait nous laisser pas mal de temps pour vos questions. N'hésitez pas à n'importe quel moment à poser des questions par écrit dans l'onglet questions du panel GoToWebinar. Je m'arrêterai de temps en temps pour y répondre. Et puis à la fin, nous aurons une session de questions-réponses pour les questions qui vous viendraient à la fin de ce webinaire. Ce webinaire va être enregistré comme on le fait d'habitude. Il sera disponible sur YouTube sur la chaîne MSSO d'ici quelques jours. Donc vous pourrez vous en resservir si vous le souhaitez pour vos besoins de formation interne par exemple. Voilà, alors nous allons aussi utiliser lors de ce webinaire un système de quiz qui me permettra de vous poser des questions et vous y répondrez en direct et on verra les pourcentages de réponses s'afficher. Système totalement anonyme, hein, vous n'avez pas besoin d'enregistrer votre nom et je vais vous présenter dans quelques instants comment se connecter à ce système. Alors je vais maintenant couper la caméra pour laisser plus de place, plus de bande passante au slide. Et on va tout de suite voir comment se connecter à ce système de quiz. Alors, il faut que vous ayez soit un smartphone, soit vous utilisez un autre onglet de votre ordinateur ou de votre tablette sur un navigateur web. Avec un smartphone, vous avez seulement à flasher le QR code qui s'affiche ici. Si vous êtes sur un navigateur internet, il faut aller sur l'URL polev.com, l'adresse polev.com, po2lev.com. Et l'écran qui va se présenter ressemblera à ça. Ici, vous devez avoir marqué username et vous remplacez username par François Peter, sans espace, sans cédille, et vous cliquez sur Join. Donc vous devriez ensuite voir un écran d'attente, je pense. Je rappelle que donc vos réponses sont anonymes, donc si le système vous demande d'enregistrer votre nom, vous sautez l'étape en cliquant sur Skip. Bon, je vais laisser ça afficher quelques secondes le temps que tout le monde se connecte, mais vous retrouvez toutes ces informations dans le chat de GoToWebinar. Voilà, je vais poser des questions tout au long du webinaire, donc gardez le système ouvert, ce système de quiz, jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Alors, je remonterai cette slide dans quelques instants pour ceux qui n'auraient pas encore réussi à se connecter. En attendant, juste 2 petites diapos administratives, disons, pour rappeler, mais je pense que tout l'auditoire le sait, que MEDRA, c'est une émanation, c'est une terminologie développée à l'initiative de l'ICH, du Conseil international d'harmonisation, mais que ce n'est pas directement l'ICH qui gère la terminologie au jour le jour. Ça a été sous-traité à une société de droit privé qui s'appelle une MSSO, une organisation de maintenance et de support. Cette MSSO, auquel j'appartiens comme environ une 50aine de personnes dans le monde, reste placée sous la supervision assez étroite de l'ICH, donc d'un comité bipartite, composé donc en partie de représentants de l'industrie biopharmaceutique et de représentants des autorités de santé d'Europe, des États-Unis, du Japon et d'autres pays qui se sont joints depuis. Par exemple, Health Canada, et l'OMS participe aussi en qualité d'observateur. Juste un mot de copyright pour cette présentation, puisque comme MEDRA lui-même, cette présentation est sous copyright ICH, appartient à ICH, mais cette présentation est sous le régime de la licence publique, c'est-à-dire que vous êtes parfaitement en droit de la réutiliser pour vos besoins internes, sous simplement la condition que vous mentionnez le copyright ICH, et puis que si vous faites des modifications,
elle soit clairement identifiée comme étant votre œuvre et pas avalisée par ICH. Alors j'en profite pour vous dire que cette présentation telle que je la fais aujourd'hui, vous pouvez la télécharger sous forme d'un document PDF qui est dans l'onglet documents du panel GoToWebinar. Vous trouverez aussi une petite feuille Excel, une autre feuille PDF où il y a le corrigé des exercices qu'on va faire. Alors évidemment, je vous encourage à ne pas ouvrir tout de suite le corrigé parce que ça enlèverait tout l'intérêt des exercices qu'on va faire. Voilà ce qu'on va vous faire pendant ce cours. On va rappeler un peu le contexte entourant les erreurs médicamenteuses, expliquer l'importance de ce sujet aux yeux des autorités de santé parce que c'est un sujet de santé publique majeur. Et puis ensuite, on va plonger dans les documents MEDRA, en particulier en voyant les définitions et les termes concernant ces utilisations anormales des produits dans le monde ICH, puisque on s'est mis d'accord à l'intérieur d'ICH sur l'essence d'un certain nombre de termes, et on va les voir. Et puis on va surtout parler évidemment du codage de toutes ces erreurs médicamenteuses et anomalies d'utilisation, et voir les principes généraux, où est-ce que vous les trouvez, et on les passera en revue avec des exemples. Je remontre brièvement cette slide pour ceux qui ne seraient pas encore connectés au système de quiz. Donc, soit vous flashez le QR code ici avec votre smartphone, soit vous allez sur le site polev.com et vous saisissez François Peter à la place de username. Eh bien, voyons tout de suite si ça marche. Donc, vous retrouvez toutes ces infos dans le chat si besoin, si vous êtes déconnecté en cours de webinaire. Juste pour faire connaissance, dans quel type d'organisation est-ce que vous travaillez? Donc, vous devriez voir apparaître cette question maintenant sur vos systèmes, si tout va bien. Alors, je vois une réponse apparaître, donc le système a l'air opérationnel. Donc, est-ce que vous travaillez dans une société de services, une société pharmaceutique, plutôt du côté réglementaire, agence de médicaments, agence de pharmacovigilance, développeur d'applications ou autre type d'organisation? Bien, donc nous avons aujourd'hui ici une majorité de représentants qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique ou les CRO, et apparemment pas de représentants des centres des agences réglementaires. Eh bien, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet en s'interrogeant sur l'ordre de grandeur des problèmes, des conséquences des erreurs médicamenteuses. Et alors, il y a eu, il y a quelques années, une enquête publiée par l'OMS qui donnait un peu des chiffres sur l'ampleur des problèmes engendrés par les erreurs médicamenteuses aux États-Unis. Alors, il y a deux réponses exactes à cocher parmi celles-ci. Est-ce que vous pensez qu'aux États-Unis, les erreurs médicamenteuses entraînent plus d'un mort par jour ou presque 100 morts par an? Est-ce que vous pensez qu'aux États-Unis, toujours, elles causent des lésions à plus de 100 000 patients par an ou elles causent des lésions à plus d'1 million de patients par an? Donc, deux réponses à donner. Voyons vos réponses. Eh bien, la réalité des chiffres, c'est le scénario le plus sombre, en fait. C'est qu'effectivement, on a plus d'un mort par jour aux États-Unis dû à une erreur médicamenteuse. Et sur une année, typiquement, il y a plus d'1 million de patients qui souffrent de conséquences, de lésions entraînées par ces erreurs médicamenteuses. Donc, on voit déjà tout de suite l'ampleur du problème en termes de santé publique. Et ça vous dit tout de suite le pourquoi les autorités de santé regardent ce sujet avec beaucoup d'intérêt, pour essayer évidemment d'améliorer les choses dans ce domaine. Là, vous savez, quand on regarde la littérature, dans la grande presse, on voit régulièrement rapporter des reportages
avec des drames résultant d'erreurs médicamenteuses. On a vu l'ampleur du problème aux États-Unis. En Allemagne, il y a une étude qui est parue et ils font état de 500 000 admissions d'urgence à l'hôpital pour effets indésirables dus à des erreurs médicamenteuses, donc des erreurs médicamenteuses qui ont entraîné des conséquences médicales tellement graves qu'il y a eu admission en urgence, 500 000 sur une année. En Angleterre, ils ont fait un autre type d'étude qui, avec une définition assez large de ce qui pouvait être une erreur médicamenteuse, et ils sont arrivés au chiffre de plus de 237 millions chaque année commises sur le territoire anglais. Voilà. Donc, on voit que c'est un problème majeur et que les conséquences pour la sécurité des patients et la santé publique dans le monde entier sont très importantes. Alors, évidemment, les autorités souhaitent mettre en place des mesures pour améliorer cette situation, parce que les erreurs médicamenteuses, c'est des causes évitables d'événements indésirables. Lorsqu'on réfléchit aux causes des événements indésirables chez les patients, on peut classifier les causes en causes évitables et causes non évitables. Des exemples de causes non évitables, c'est les effets secondaires propres à la nature du médicament. C'est pas évitable, c'est inhérent au médicament, donc c'est des causes non évitables. Et les causes évitables, parmi les causes évitables, il y a les erreurs médicamenteuses, il y a aussi d'autres causes évitables, par exemple les médicaments de mauvaise qualité ou contrefaits. Mais parmi les causes évitables, de très loin, c'est les erreurs médicamenteuses qui sont les plus fréquentes. Et donc, pour pouvoir agir sur cette situation préoccupante, les autorités ont souhaité pouvoir analyser le problème de la façon aussi précise que possible, de façon bien sûr à mettre en place des mesures préventives efficaces et essayer de réduire un peu l'ampleur de ce problème. Donc pour ça, il y a un certain nombre de textes qui ont été publiés par diverses autorités à travers le monde, en Europe, aux États-Unis et dans plein d'autres pays. Et l'idée était d'enregistrer le mieux possible et de coder le plus précisément possible les erreurs commises avec leurs causes, leurs facteurs contributifs, comme on dit, et leurs causes premières, et puis bien sûr leurs conséquences cliniques, comme on fait toujours en pharmacovigilance. Dans le but, donc, bien sûr, de rendre plus sûre l'utilisation des médicaments par des actions correctives. Et alors, on a demandé à la MSSO, donc à MEDRA, de participer à cet effort en permettant justement cet enregistrement très précis et très structuré qui permettra ensuite, si les données sont bien codées comme on va le voir aujourd'hui, de faire des analyses assez puissantes de ce qui s'est passé, de façon à bien pouvoir focaliser les actions correctives. Alors pour ça, il y a eu deux choses qui ont été faites. D'une part, les documents qui vous guident dans le codage ont été mis à jour et complétés, et en particulier le document compagnon, le Point to Consider Companion Document, qui a été enrichi d'un très gros chapitre sur les erreurs médicamenteuses et autres anomalies d'utilisation, avec beaucoup d'exemples, de conseils, de pièges à éviter, etc. Donc, pour coder dans ce domaine-là, il est très chaudement recommandé d'avoir lu ce document et puis d'avoir à portée de main pour s'y référer lorsque vous avez de codage des erreurs médicamenteuses à faire. Et puis d'autre part, il a été demandé à MEDRA, je reviens un peu sur la diapo précédente, pardon, d'enrichir sa terminologie de façon à pouvoir vraiment avoir une capture très spécifique, comme on va le voir, pour caractériser chaque erreur médicale, sa nature, son étape de survenue, ses causes, etc. Donc on va voir, il y a beaucoup de termes MEDRA qui ont été rajoutés à la suite de ces demandes-là.
Alors, je reviens un petit peu sur ces guides ICH, donc ces documents que vous connaissez, dont les bonnes pratiques et surtout les points à considérer, point to consider. Donc, vous connaissez tous les points to consider pour la sélection des termes MEDRA, en d'autres termes, le codage. Le document Princeps complet, pour nous, c'est le document anglais, mais il y a une version condensée en français qui contient pas toutes les règles et tous les principes et tous les exemples, mais qui peut permettre quand même d'avoir les principales. Vous savez que ce document est mis à jour tous les ans. Il n'est pas produit par la MSSO, il est produit directement par un comité ICH, donc un comité bipartite, autorité et industrie. Et puis son but, bien entendu, comme vous le savez, c'est de donner des règles pour que tout le monde code de façon cohérente, standardisée, de façon à fiabiliser les échanges de données entre toutes les parties prenantes. Et puis bien sûr, ces règles s'imposent à toutes les personnes qui codent avec Medra, qu'elles appartiennent à l'industrie ou qu'elles appartiennent du côté des autorités de santé. Voilà quelques extraits de la table des matières de ce document point à considérer qu'il précise dans quel chapitre vous allez trouver des règles, des consignes pertinentes pour ces codages. Donc, le chapitre 3.15 parle vraiment des erreurs médicamenteuses, mais aussi des expositions accidentelles ou des expositions professionnelles. Le chapitre 3.16 parle des mésusages, abus et addiction ou toxicomanie. On va revenir sur ces termes-là pour en comprendre vraiment la signification dans le cadre de Medra. Il y a aussi un chapitre qui parle des surdosages, des toxicités et des intoxications, et un chapitre qui parle de ce qu'on appelle en anglais le off-label use, c'est-à-dire prescription, en français on traduit ça par prescription non conforme aux documents de référence. Alors le vocable en français est nettement plus long qu'en anglais, mais on n'a pas d'équivalent de ce terme très général et très pratique qu'on utilise en anglais, off-label use. Label signifiant ce qui est écrit dans le RCP, quoi, en fait. Voilà, alors je vous ai dit qu'à côté de ces PTC sur le codage, il y a ce fameux document compagnon, et celui-là, il est vraiment important pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, puisque vous allez trouver énormément d'aides là pour coder ce domaine-là, qui, il faut l'avouer, c'est pas toujours facile à coder. On hésite souvent entre plusieurs termes, et tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, en fait, ce sont des règles et des conseils qui sont directement issus de ce document compagnon. Je vous rappelle que ces documents, vous pouvez les télécharger librement sur le site medra.org, même sans, il n'y a aucun mot de passe, rien de spécial, et je vous encourage vivement à le faire si vous ne les avez pas déjà. Voilà, bon, ça c'est la table des matières de ce document compagnon. Je ne m'arrête pas longtemps parce que de toute façon, on va revoir tout ça dans les 2 heures qui viennent. Et je vous ai dit que on avait besoin de se mettre d'accord sur des définitions. Alors, commençons par la description de ce qu'est une erreur médicamenteuse. Alors j'ai prononcé le mot définition. Alors c'est un petit peu abusif parce que vous savez que dans Medra, il n'y a pas de définition. C'est pas un dictionnaire avec des définitions. Les termes qui sont dans Medra ne sont pas accompagnés de définition. Il faut aller chercher la définition dans la littérature de référence, par exemple dans le dictionnaire d'Orland en particulier. Mais pour un certain nombre de termes, il est apparu nécessaire de se mettre quand même d'accord dans tous les acteurs de ICH sur ce qu'on voulait dire par là dans le cadre de l'ICH, dans le cadre de Medra en particulier. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de définition, mais de description de concept. Petite nuance de langage.
et qu'on met cette petite formule dans le cadre du codage de l'analyse de données codées avec Medra. Ça veut dire, voilà, on ne prétend pas faire une définition universelle de ces concepts, mais on s'entend sur ce que ça veut dire dans le cadre de l'ICH et de Medra. Donc, voilà la définition. L'erreur médicamenteuse, événement non intentionnel, évitable, on l'a déjà vu, pouvant causer l'usage incorrect d'un médicament, ou y contribuer, ou porter atteinte au patient, et survenant pendant que le médicament est sous le contrôle d'un professionnel de santé, d'un patient ou d'un consommateur. Alors, quels sont les points importants là-dedans? Et d'abord, le terme non intentionnel. On doit absolument commencer par se poser la question devant un cas d'anomalie d'usage de médicaments, est-ce que ça a été intentionnel ou non intentionnel? Autrement dit, accidentel. Si une anomalie d'utilisation a été faite, mais de façon intentionnelle, on ne parlera pas d'erreur médicamenteuse. Ce n'est pas une erreur. Un patient, par exemple, à qui son médecin a prescrit 3 comprimés dentalgiques par jour et qui en prend 2 fois plus parce qu'il a très mal, est-ce que c'est une erreur médicamenteuse? Non, parce que c'est intentionnel. Il a fait exprès d'en prendre plus parce qu'il a très mal. Donc, on va devoir utiliser un autre concept que erreur médicamenteuse. Deuxième point clé, on l'a vu, mais on en a déjà parlé, évitable. Troisième point clé, ça définit le cadre, le périmètre. Disons que c'est uniquement ce qui se passe lorsque le médicament est sous le contrôle d'un professionnel de santé, d'un patient ou d'un consommateur. C'est-à-dire ce qui se passe en dehors de ça, on ne peut pas le qualifier d'erreur médicamenteuse. Par exemple, s'il y a des erreurs dans le stockage chez le grossiste ou dans la fabrication du médicament, ça ne sera pas une erreur médicamenteuse. La définition ensuite se poursuit par cette phrase qui précise un petit peu le contexte en disant que ça peut être lié à l'activité des professionnels de santé, bien sûr, aux produits de santé eux-mêmes, mais aussi aux procédures et aux systèmes de soins, et notamment lors des activités suivantes, prescription, communication de l'ordonnance, toutes les étapes successives dans la chaîne de traitement d'un patient, étiquetage des produits, conditionnement, dénomination, préparation, distribution, dispensation, administration, et y compris éducation du patient et surveillance du produit, surveillance du traitement, et aussi utilisation par le patient lui-même. Alors dans le document point à considérer, vous allez trouver page 38, ce tableau qui est extrêmement précieux, qui vous permet de distinguer facilement ces concepts qui peuvent être un petit peu proches les uns des autres, et la définition n'est pas toujours très claire. Les concepts de mésusage, d'abus, d'addiction, d'erreur médicamenteuse et d'utilisation non conforme aux documents de référence ou off-label use en anglais. La première question à se poser toujours, c'est la première colonne, là, enfin la deuxième colonne si on veut, est-ce que c'était intentionnel ou pas? Si c'était intentionnel, on sera dans le cadre d'un mésusage, d'un abus, d'une addiction ou d'une utilisation non conforme. Si c'était non intentionnel, donc accidentel, là on est dans le cadre d'une erreur médicamenteuse. Deuxième question à se poser, qui est à l'origine de l'anomalie? Est-ce que c'est le patient ou le consommateur? Ou est-ce que c'est un professionnel de santé? Ça va déjà permettre de trier les choses. Et la dernière question à se poser, est-ce que c'était cette anomalie d'utilisation avec une intention thérapeutique ou pas? Donc si c'était intentionnel, fait par le patient ou le consommateur et dans une intention thérapeutique, alors on parlera de mésusage. Si c'est intentionnel, fait par le patient et le consommateur, mais pas du tout dans une intention thérapeutique, eh bien on est dans le cadre d'un abus,
Alors ça peut être des abus, par exemple, de prendre des médicaments dans un but récréatif ou dans un but euh, anormal. Par exemple, on peut penser aux gens qui prennent des diurétiques pour perdre du poids. Si ça va au-delà de ça et qu'on on rentre dans le domaine des usages stupéfiants, là, on est dans le concept de l'addiction. Si l'utilisation normale est non intentionnelle, que ce soit fait par un patient ou par un professionnel de santé, c'est là qu'on parle d'erreur médicamenteuse, et en général, c'est toujours dans un contexte d'intention thérapeutique. Enfin, l'utilisation non conforme aux documents de référence ou off-label use, c'est lorsque c'est un professionnel de santé, et uniquement dans ce cadre-là, qui utilise de façon intentionnelle le produit de façon non conforme aux documents de référence. Voilà. Bon, alors il y a un petit point où les protagonistes des différents pays ne sont pas arrivés à se mettre complètement d'accord. C'est entre la nuance entre mésusage et abus, parce que dans certains pays, en particulier les pays germanophones, la notion de mésusage n'implique pas nécessairement un usage thérapeutique, parce que c'est bien ancré comme ça dans le vocabulaire médical là-bas. Donc il y a eu une petite concession ici disant que bon, on peut parler de mésusage aussi lorsque c'est pas dans un but thérapeutique. Alors on va illustrer ça par quelques petites histoires. Je m'arrête une seconde parce que je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées. Oui, mais ce sont des questions qui concernent le webinaire de la semaine dernière. Donc, la personne qui m'a posé cette question, je lui répondrai par mail séparément un petit peu plus tard. Alors, je reviens à ma slide. Donc, on a ici plusieurs scénarios. Premier scénario, Lisa est stressée au travail, son médecin lui a prescrit un comprimé du XY tous les soirs. Mais la nuit dernière, elle était encore réveillée à 3 heures du matin et a pris un deuxième comprimé. Alors, dans quel concept on est ici? C'était intentionnel, c'est pas une erreur. Est-ce que c'était dans un but thérapeutique? Bah oui, c'était pour calmer son anxiété ou son insomnie. Et c'est fait par le patient. Donc, il s'agit d'un mésusage. Deuxième scénario, Lisa est stressée au travail et cette fois, elle s'est procuré elle-même sur Internet un antidouleur parce que une copine lui a dit que ça donnait une très agréable détente, mais bientôt elle a doublé la dose et quadruplé la dose, etc. Ici, on est toujours dans quelque chose d'intentionnel, mais on n'est plus dans un but thérapeutique. On est passé du côté de l'abus, et si ça continue, on risque de passer du côté de la dépendance. Troisième scénario, Lisa souffre d'insomnie, mais elle supporte mal les somnifères. Elle a un goût amer dans la bouche le matin en se réveillant. Alors son médecin à la place lui a prescrit un analgésique qui n'est pas approuvé pour cette indication, mais qui a des propriétés sédatives. Donc ici, on est toujours dans l'intentionnel, c'est pas une erreur, mais c'est le professionnel de santé qui a fait l'anomalie, qui est à l'origine de l'anomalie d'utilisation. Donc on est bien dans le cadre de off-label use, de l'utilisation non conforme aux documents de référence. Enfin, dernier scénario, Lisa est stressée au travail, elle a du mal à se souvenir des choses. Aujourd'hui, elle a oublié qu'elle avait déjà pris son médicament et l'a pris 2 fois. Alors là, est-ce que c'était intentionnel? Non. Cette fois-ci, on est bien dans une erreur. Il s'agit d'une erreur médicamenteuse. Voilà, donc l'arbre décisionnel que vous devez avoir en tête dans tout ce domaine-là, c'est le suivant. C'est poser ces 3 questions et en fonction des réponses, ça va vous donner directement le concept à utiliser. Première question, est-ce que c'était intentionnel?
Deuxièmement, par qui? Alors ça, cette petite figure représente le professionnel de santé, et ça, c'est le patient. Troisièmement, est-ce que dans une intention thérapeutique ou pas? Si c'est intentionnel par le professionnel de santé avec une intention thérapeutique, il s'agit d'utilisation non conforme au document de référence. Il y a une petite astérisque, j'y reviendrai dans une seconde. Si c'était intentionnel par le patient et que c'est dans une intention thérapeutique, on est dans le cadre du mésusage intentionnel. Si c'était sans intention thérapeutique, on est dans le cadre de l'abus, voire de la dépendance. Enfin, si la réponse à la première question c'est que c'était accidentel, non intentionnel, généralement, peu importe que ça soit commis par le professionnel de santé ou le patient, généralement, on est dans le cadre d'une intention thérapeutique et il s'agit là d'une erreur médicamenteuse. Alors, je reviens un petit peu sur cette petite astérisque ici pour le premier cas, le cas de off-label use ou utilisation non conforme au document de référence en français. Parce qu'il y a une règle auquel les autorités de santé tiennent beaucoup dans le comité ICH, c'est qu'on ne code comme ça que si c'est formellement décrit ainsi par le rapporteur du cas. Les autorités ne veulent pas que ce soit le codeur qui décide de sa propre initiative si c'était une utilisation non conforme au document de référence. Pour plein de raisons. La première raison, c'est que le document de référence, il est différent dans chaque pays, souvent. D'autre part, il y a des implications médico-légales qui peuvent être assez sérieuses hein, quand on code un cas avec ce type de code. Voilà. Donc, en fait, on a le droit de coder ainsi, off-label use, et on va le préciser un peu plus tard, que si c'est clairement indiqué dans le rapport. Alors vous allez me dire, mais on ne sait pas toujours en fait, si c'est intentionnel ou pas. Eh bien vous avez raison, parce qu'il y a des cas où c'est tout simplement pas indiqué, et en tant que codeur, comme vous savez, on ne doit jamais faire de suppositions ou d'interprétations hasardeuses. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Voilà un exemple. Depuis un mois, il prend un comprimé supplémentaire à l'heure du coucher. Bon, alors est-ce que c'est intentionnel ou pas? Eh bien on n'en sait rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il a mal compris les instructions. Dans ce cas-là, ça serait une erreur. Peut-être que le médecin s'est trompé. Dans ce cas-là, ça serait aussi une erreur. Peut-être c'est parce que ses symptômes sont toujours pires la nuit. Dans ce cas-là, ça serait intentionnel. Donc ça serait un mésusage. Ou est-ce que c'est peut-être son médecin lui-même qui a pensé que c'était plus efficace comme ça? Dans ce cas-là, si c'est non conforme au document de référence, on pourrait être dans le cadre d'une utilisation non conforme. Eh bien, on va pas devoir choisir entre ces interprétations, puisque le codeur ne fait jamais d'interprétation. Mais heureusement, on a dans Medra des termes neutres. Des termes neutres qui vont nous permettre de coder ce genre de situation sans devoir indiquer si c'est intentionnel ou pas. Quand on ne sait pas si c'est intentionnel ou pas, on utilise un PT du type problème d'utilisation du produit. Comme ça, on ne se mouille pas. De même, si une utilisation anormale a été faite par un patient, mais on ne sait pas si c'est pour des raisons thérapeutiques ou pas, là, on a le PT neutre, problème d'utilisation intentionnelle du produit, avec en dessous toute une série de LLT qui sont plus détaillés. Donc notre schéma de tout à l'heure, notre arbre décisionnel, il va falloir l'enrichir de ces situations où on ne sait pas. Par exemple, quand on ne sait pas si c'était intentionnel ou accidentel, eh bien, on va aller chercher dans CPT problème d'utilisation du produit. De même, lorsqu'on ne sait pas si l'utilisation anormale faite par le patient était intentionnelle ou accidentelle,
on a CPT, problème d'utilisation intentionnelle. Là, on peut spécifier que c'est intentionnel. Et voilà, comme ça, cette fois-ci, on a l'arbre décisionnel complet qui va vous permettre de traiter tous les cas et de leur attribuer le bon concept et donc le bon codage. Alors voilà quelques exemples de termes neutres. Administration d'une dose incorrecte. Alors, vous voyez, là, on ne sait pas si c'est intentionnel ou accidentel. Administration supplémentaire. Administration d'une posologie incorrecte. Produit administré à un patient d'âge inapproprié, etc. Il y en a un certain nombre comme ça. Ces termes neutres, ils ont donc l'intérêt qu'on vient de voir, mais ils ont un autre intérêt, c'est que on va pouvoir les utiliser en codage en les associant éventuellement avec d'autres termes de façon à saisir toute l'information qui est rapportée. Et comme d'habitude en codage, c'est une règle générale, on essaye toujours de capturer par le codage la totalité de l'information. Donc ça va nous permettre de capturer vraiment le détail de ce qui s'est passé. Alors on va aller dans le navigateur Medra maintenant pour voir un petit peu comment tout ça se présente dans la hiérarchie de Medra. Alors, je lance le navigateur. Je sais que c'est un peu petit sur vos écrans, mais j'espère que vous arriverez à suivre quand même avec le document PDF aussi que vous avez pu télécharger. Première chose dont je voulais reparler, c'est la description de concept. Donc vous pouvez avoir un accès direct à vos descriptions de concept Medra en cliquant sur le bouton qui est là. Alors, que ça vienne par ici, ça serait mieux. Voilà. Donc ça vous ouvre tout simplement un lien sur la page web où sont ces descriptions de concept. Là, on les a en français puisque mon navigateur, je l'ai réglé en français. Donc, il n'y en a pas énormément de ces descriptions de concepts, mais ce sont juste les concepts sur lesquels il y a eu un besoin de se mettre d'accord sur le sens des choses. Et on voit par exemple le concept d'abus qui correspond à ce qu'on vient d'expliquer, hein, utilisation intentionnelle non thérapeutique par un patient ou un consommateur. Concept d'addiction, voilà. On va trouver des concepts comme le détournement de médicaments. Dans quel cas on doit parler de médicaments, détournement de médicaments. On retrouve notre erreur médicamenteuse avec la définition qu'on a vue tout à l'heure. D'autres dont on va parler tout à l'heure, erreur interceptée, erreur potentielle. Je voulais parler aussi de surdosage, parce que c'est quelque chose d'important. Le surdosage, dans la description de concept Medra, ça veut dire, ce n'est employé que dans ce contexte-là, c'est l'administration d'une dose supérieure à la dose maximale recommandée dans le résumé des caractéristiques officielles du produit, hein, c'est-à-dire une dose excessive. Hein. Donc là encore, si un patient a pris 2 fois plus de traitement que ce qui était prescrit, on ne peut pas parler de surdosage si ça n'a pas dépassé la dose maximale recommandée dans le RCP. Je voulais attirer votre attention aussi sur quelques points intéressants dans ce domaine-là, dans ces descriptions de concepts. En particulier, il y a quelques faux amis entre l'anglais et le français, et il faut en être conscient dans ce domaine-là. Par exemple, le dosage en anglais, ça ne veut pas dire la même chose que dosage en français. Hein. Dosage en anglais, ça veut dire posologie. D'accord ? Et le dosage au sens français, c'est-à-dire est-ce que c'est un médicament à 250 mg ou à 500 mg, ça se traduit par strength en anglais. De même, dose, ça peut être un peu une source de confusion
parce que une dose en anglais c'est souvent utilisé dans le sens d'une administration. Alors qu'en français, bon, bah, c'est une dose au sens quantité de produits administrés. Bien. Donc, n'hésitez pas, il faut à vous référer à ces descriptions de concepts qu'il faut avoir sous la main. Alors, vous pouvez y accéder. Il y a aussi un lien dans les documents MEDRA, en particulier dans le guide d'introduction à MEDRA, qui vous permet d'aller droit dessus, puis ils sont faciles à trouver sur le site web. Alors, donc, où se trouvent tous ces concepts d'anomalie d'utilisation de médicaments? Ils se trouvent dans la SOC lésions, intoxication et complications d'intervention. Et là, nous allons avoir 3 HLGT importants qui contiennent la grande majorité des termes pertinents. C'est erreurs médicamenteuses et autres erreurs et problèmes d'utilisation du produit. Ensuite, le dernier HLGT dans la liste française, utilisation non conforme et problèmes d'utilisation mais usage intentionnel de produits. Voilà. Et ensuite, il y a tout ce qui concerne les surdosages et sous-dosages. Il y a quelques termes qui peuvent être pertinents aussi dans le HLT, dans la SOC psychiatrie, pour tout ce qui concerne évidemment les troubles liés, les troubles psychiatriques liés aux substances, les troubles addictifs. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que on a classé dans MEDRA, dans ces 2 HLGT, en fonction du caractère intentionnel ou accidentel. Lorsque une anomalie d'utilisation est intentionnelle, le terme utilisé pour coder, le terme MEDRA, devra être pris dans ce HLGT, utilisation non conforme et problème d'utilisation mais usage intentionnel du produit. Et lorsque l'anomalie est accidentelle, involontaire, le terme devra être pris dans le HLGT, erreurs médicamenteuses et autres erreurs et problèmes d'utilisation du produit. Et dans ce HLGT, il y a aussi les termes neutres. Donc, on ne sait pas si c'est intentionnel ou accidentel. C'est pour ça qu'il s'intitule erreurs médicamenteuses et autres erreurs et problèmes d'utilisation du produit. Ensuite, ce qui est important, c'est de voir comment c'est classé à l'intérieur de ce HLGT-là. Et vous voyez que les HLT répartissent les problèmes par l'étape, le moment de survenue de l'anomalie. Est-ce que c'est lors du stockage, de la transcription, de l'administration, de la dispensation, de la préparation, de la prescription, etc. Et donc, vous voyez qu'en appliquant l'arbre décisionnel dont on a parlé tout à l'heure, vous allez ouvrir le bon HLGT et ensuite, en réfléchissant au moment de survenue du problème, vous allez, en descendant la hiérarchie comme ça, trouver le terme MEDRA le plus pertinent. Donc on voit que dans ce domaine-là, quand on code dans ce domaine-là, en fait on a souvent intérêt à travailler non pas en cherchant des mots-clés ou des morceaux de mots dans le moteur de recherche, mais en descendant la hiérarchie pour localiser les termes pertinents qui vont représenter exactement la situation qu'on a à coder. Voilà ce que je voulais vous montrer sur le navigateur MEDRA. Donc ça, je vous l'ai montré en direct. Et donc voilà, ce sont ces endroits, ces 4 endroits en fait, où il y a des termes pertinents. Et donc cette slide rappelle ce que je vous ai dit comme ça en montrant le browser. Si l'anomalie est intentionnelle, il faut chercher un terme dans ce HLGT. Si l'anomalie est non intentionnelle, ou si on ne sait pas si elle était intentionnelle ou accidentelle, on doit aller chercher un terme dans ce HLGT, erreurs médicamenteuses et autres erreurs et problèmes d'utilisation de produits. Dans ce HLGT, qu'est-ce qu'on va trouver comme type de terme? Eh bien, on va trouver des termes qui décrivent la nature de l'erreur.
Est-ce que c'est une erreur de médicament, un médicament qui a été pris pour un autre? Est-ce que c'est une erreur de dose? Est-ce que c'est une erreur de voie d'administration? Etc., etc. La nature de l'erreur. Ensuite, on va trouver des termes qui combinent la nature avec l'étape de survenue de l'anomalie. Par exemple, erreur de prescription du produit. Donc là, on voit qu'on a à la fois la nature, s'est trompé de produit, et que c'était au moment de la prescription. Et puis on va trouver d'autres termes qui sont relatifs aux erreurs dites interceptées. Une erreur interceptée, c'est une erreur qui s'est produite, mais qui a été interceptée par quelqu'un, un acteur, un professionnel de santé ou quelqu'un d'autre, mais qui a permis que cette erreur n'atteigne pas le patient. Et aussi, on va trouver des termes pour un autre concept, c'est les erreurs potentielles. Alors là, il n'y a pas d'erreurs qui ont été commises, mais quelqu'un a réalisé que il y avait un risque d'erreur. Par exemple, deux boîtes de médicaments qui se ressemblent beaucoup, alors que c'est pas le même médicament à l'intérieur, et qui a signalé ça. Et ça, c'est à coder avec un terme d'erreur potentielle. Et puis enfin, on trouve ce dont on parlait tout à l'heure, les termes neutres, lorsqu'on ne sait pas s'il s'agit d'une erreur. Eh bien, on va faire un exercice maintenant, on va se servir de notre système de quiz, enfin. Et on va traiter ce premier cas qu'on a reçu. L'enfant a accidentellement ingéré des comprimés de fer de sa mère. Alors là, on vous a présélectionné 5 LLT et vous allez devoir choisir celui qui vous paraît le plus approprié. Alors, voyons vos réponses. Donc on a une majorité qui vote pour prise accidentelle d'un médicament par un enfant. Bien. Je vous dis tout de suite pour que le suspense ne dure pas trop, la majorité a raison, c'est la bonne réponse. Alors, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est une erreur? Est-ce qu'il s'agit d'une erreur médicamenteuse, ce scénario-là? L'enfant accidentellement géré des comprimés de fer de sa mère. Eh bien, si on se ramène à notre définition, ça rentre pas dans le cadre d'une erreur médicamenteuse. Parce que c'est pas quelque chose qui est arrivé pendant que le médicament était sous le contrôle d'un professionnel de santé, d'un patient ou d'un consommateur. C'est un accident qui est arrivé de façon involontaire, bien sûr, non intentionnelle, mais c'est pas une erreur d'utilisation d'un médicament. L'enfant n'était pas traité. C'était pas dans le cadre de traitement de l'enfant. Donc on va chercher dans mes draps, dans le dictionnaire, on peut le faire en direct, quelque chose qui va être du domaine des expositions accidentelles. Alors où est-ce qu'on va trouver ça? Voilà. Sous le HLT erreur et autres problèmes, puisque là on n'est pas dans le cas d'erreur mais dans le cas d'autres problèmes, on a en dernier en fait exposition accidentelle à un produit. Donc là c'est bien conforme. Un produit, on va chercher s'il n'y a pas quelque chose de plus précis qui serait qui dirait que c'est un enfant qui a été exposé. Donc on a exposition accidentelle d'un enfant à un produit. Et tant qu'à faire, faisons exposition d'un médicament par un enfant, prise accidentelle d'un médicament par un enfant. Donc on a bien capturé tout ce qui était important, le fait que c'était accidentel, le fait que c'était par un enfant, et donc le choix que vous avez fait est effectivement le meilleur.
Alors, ingestion accidentelle de médicaments, c'est pas faux, mais c'est pas suffisamment spécifique, puisque on pourrait avoir celle qui spécifique, c'est par un enfant, qu'évidemment un codage beaucoup plus utile. L'exposition accidentelle à un médicament, bah, c'est pas faux non plus. D'ailleurs, je crois que c'est le nom du PT. Mais l'exposition, c'est pas uniquement par oral, ça peut être exposition dans l'environnement, par le lait maternel, etc. C'est c'est moins précis que là, on sait qu'il a vraiment ingéré. Un autre exercice tout de suite pour vous. Il a pris par erreur trop de pilules, dépassant la posologie maximale recommandée. Parmi ces 5 suggestions, laquelle choisiriez-vous? Alors, voyons vos réponses. Alors, c'est plus partagé ici. Mais la grosse majorité est quand même pour surdosage accidentel. Alors, première question, est-ce que c'est une erreur? Ben, évidemment, oui, puisqu'il il nous le dit. Donc, c'est pas intentionnel. Quand on sait que c'est une erreur, il faut absolument que ça soit apparent dans le terme MEDRA qu'on va choisir. Donc, ce premier terme ne convient pas parce que administrer une dose incorrecte, bah, c'est un terme neutre, en fait, on ne sait pas si c'était intentionnel ou pas. Alors après, surdosage. Ah oui, alors il y en a qui se sont souvenus que c'était la définition du surdosage, dépasser la posologie maximum recommandée. Donc effectivement, on est en droit de parler du surdosage, ça correspond bien à la description de concept. On va donc essayer de capturer ça. Le fait que c'est un surdosage et le fait que c'était pas intentionnel mais accidentel par erreur. Et donc c'est pour ça que la bonne réponse est effectivement surdosage accidentel. Donc augmentation accidentelle de la dose, ça ne capture pas le fait qu'on est dans le cadre d'un surdosage selon la description de concept. Et mésusage intentionnel du produit, ça ne définit, ça n'est pas correct parce qu'on n'est pas du tout dans une démarche intentionnelle. On est dans une démarche par erreur accidentelle. Bien, on va reprendre les exercices tout à l'heure. Et là, on va faire un petit peu de théorie pour voir les principes généraux qui sont énoncés dans les documents PTC et surtout d'ailleurs dans le document compagnon. Mais en attendant, il y a des questions qui sont arrivées, donc je voudrais m'interrompre un petit peu pour qu'on traite la question qui est arrivée. Alors, je vais essayer de l'afficher pour que tout le monde puisse la lire en même temps que moi. Voilà. Alors, le PT, problème d'utilisation du produit. Match dans le HLGT, erreurs médicamenteuses et autres erreurs de problème d'utilisation du produit, et non utilisation non conforme et problème d'utilisation mais usage intentionnel. Donc, est-ce vraiment si neutre? Alors, peut-être vous avez posé la question avant que j'explique que cette première, ce HLGT, erreur médicamenteuse, il contenait tout ce qui était les erreurs accidentelles et les termes neutres. Donc oui, c'est bien un terme neutre, problème d'utilisation du produit, et c'est normal qu'il soit dans ce HLGT, puisque ce HLGT contient les erreurs et les termes neutres. Et l'utilisation non conforme, problème d'utilisation, ne contient que les termes d'anomalie intentionnelle. Le raisonnement qu'on appliquait dans mon ancien labo, en l'absence d'infos sur le caractère intentionnel ou non, considérait le pire des cas. Ah oui, ça c'est quelque chose, une approche qu'on aime beaucoup dans l'industrie. Le pire scénario, comme ça, on peut rien nous reprocher en cas d'audit, d'inspection, etc. C'est une très bonne stratégie. Alors,
Oui, mais alors, est-ce que cette histoire de scène du pire des cas, c'est applicable dans ce contexte-là? Ça voudrait dire qu'une erreur médicamenteuse, c'est un cas pire que lorsqu'on ne sait pas. C'est pas c'est pas l'esprit que vous allez retrouver dans ICH, hein. Si vous lisez les documents et en particulier le document compagnon et tous les exemples, vous verrez que il est très très clairement recommandé de dire si vous savez pas, vous faites pas d'interprétation, vous faites pas de supposition, il vous codez sans supposer que c'était une erreur médicamenteuse. Donc là, les règles ICH sont claires et je pense qu'il faut plus faire cette approche du scénario du pire dans ce cadre-là. En tout cas, merci, c'est une très très bonne question, très intéressante. Eh bien, continuons. Donc, avec nos principes généraux, on va rappeler d'abord un petit peu les principes généraux du codage, mais je pense que vous les connaissez. Bah, d'abord, si le matériel que vous recevez, les textes que vous recevez du rapporteur n'est pas clair, il faut essayer de les clarifier au maximum. On va jamais, je répète encore, hein, jamais rien supposer ni interpréter. Ensuite, on va essayer de trouver le LLT le plus proche, c'est-à-dire qui est décrit le plus spécifiquement possible tout le détail de ce qui nous est rapporté. On code tel que rapporté sans aucun filtre, sans aucun ajout, sans mettre son diagnostic personnel, ni faire d'interprétation. Et puis bien sûr, on n'utilise que les LLT en usage et pas les LLT périmés. Mais en principe, vos systèmes de codage ne vous proposent pas les LLT périmés. Bon, ce petit rappel étant fait, qu'est-ce qui va être plus spécifique pour le codage de ces erreurs médicamenteuses et autres anomalies? Les conseils les plus spécifiques, ça va être ce qu'on a dit déjà depuis le début, bien avoir en tête ces descriptions de concepts. Et bien avoir en tête les choses qui sont précisées à ce sujet dans le guide d'introduction à Medra et dans le document compagnon. Ensuite, se rappeler de ce que je vous ai montré tout à l'heure, cette subdivision de la hiérarchie entre les HLGT pour l'intentionnel, les HLGT pour les erreurs et les termes neutres. Ensuite, et c'est particulièrement important dans ce domaine-là, quand on a trouvé un terme, un LLT, qui semble pas mal, toujours regarder la hiérarchie qui est au-dessus, pour s'assurer qu'on est bien dans le bon groupe de termes. Et justement qu'on est bien soit dans le groupe des erreurs, soit dans le groupe des intentionnels. Comme je vous l'ai dit, la recherche parfois dans ce domaine-là est généralement plus efficace en descendant la hiérarchie, ce que les codeurs dans leur jargon appellent la recherche, le codage top-down, plutôt qu'en cherchant par mots-clés dans le moteur de recherche. Et enfin, dernier conseil un peu spécifique à ce domaine-là, vous avez vu qu'il y a beaucoup de termes qui parlent de produits plutôt que médicaments, puisque Medra, ça s'applique pas seulement aux médicaments, ça s'applique aussi aux vaccins, aux dispositifs, aux produits diagnostiques et autres. Donc, si vous avez qu'un terme produit, ben c'est pas assez spécifique. Essayez de trouver s'il y a un terme plus spécifique qui va parler de médicaments ou de dispositifs ou de vaccins. Alors, dans ces documents PTC et le document compagnon, on va trouver un certain nombre de principes généraux qui sont listés sur cette diapo, mais je ne m'arrête pas parce qu'on va les revoir un par un maintenant. Et le premier, ça va être quand utiliser le PT erreur médicamenteuse. Alors c'est un PT qui est à peu près le degré zéro de l'information, hein. Erreur médicamenteuse, mais on ne sait pas ni la nature, ni à quel moment ça s'est produit. Donc ça n'aide pas grand monde, en particulier du côté des autorités de santé, à prendre des mesures préventives. Alors pourquoi il est là ce PT? Parce que parfois c'est la seule information qu'on a. Qu'il y a eu une erreur médicamenteuse, on ne sait rien de plus.
Pourquoi on insiste là-dessus? Parce que lorsqu'on regarde les bases de données, par exemple celle de l'agence européenne, il y a énormément de cas qui sont codés avec ce PT, erreur médicamenteuse. Et ce qui est un mauvais codage. Enfin, le plus souvent, on aurait pu coder de façon plus précise, plus spécifique. Ça aurait été beaucoup plus utile à la communauté. Voilà, donc cherchez toujours le LLT qui va décrire vraiment spécifiquement ce qui s'est passé. Et si jamais vous trouvez pas de LLT, eh bien rien ne vous interdit, bien au contraire, de demander à la MSSO d'en rajouter un en faisant un change request. Bon, voilà un exemple. Le patient s'est trompé et n'a pas utilisé le médicament selon la prescription. On ne sait rien de plus. Pas moyen d'avoir de l'information complémentaire. Bon, et ben voilà, dans ce cas-là, on va bien être obligé d'utiliser ce terme générique, erreur médicamenteuse, le LLT et le PT, qui sont les mêmes dans ce cas-là. Deuxième grand principe qui vous est donné par donc nos guides, les chaînes d'événements. Alors bien souvent, quand vous lisez une histoire, vous vous rendez compte qu'il y a eu une erreur initiale et qui a entraîné d'autres erreurs par la suite. C'est important de capturer chacune de ces erreurs. Bien sûr, l'erreur initiale, puisque c'est celle qui est la cause première, on peut dire, de l'erreur médicamenteuse, du problème d'utilisation du médicament, mais aussi les erreurs suivantes, les erreurs qui ont été entraînées. Il y a un exemple qui va clarifier un petit peu ça. Alors attention, parce que là, il y a un piège dans lequel parfois les codeurs tombent. Il ne s'agit pas de coder plusieurs fois la même chose, une fois avec un terme général et une fois avec un terme plus précis. C'est une règle générale du codage. On code toujours avec le terme le plus spécifique. Ça sert à rien de rajouter un autre terme pour la même chose qui est simplement plus général. Alors voilà un exemple. L'infirmière a mal calculé la dose et le patient a reçu 40 mg au lieu de 20 mg de son médicament. Et il a souffert d'une hypotension sévère. Donc on voit bien, il y a eu une chaîne d'événements là. Il y a au moins 3 événements. Une erreur de calcul, une dose excessive qui a été administrée et un événement clinique. Donc on va devoir choisir, on va devoir coder avec des codes pour représenter ces 3 choses-là. Le premier, c'est l'erreur de calcul de la dose, l'erreur initiale. La deuxième, c'est l'erreur conséquence, l'administration d'une dose augmentée qui appartient au PT, administration d'une dose incorrecte. Et le dernier, bien sûr, c'est la conséquence clinique, hypotension. Troisième grand principe, quand choisir le PT, ce fameux PT off-label use, utilisation non conforme au document de référence. Alors, je vous rappelle la définition, c'est l'utilisation désigne une situation où c'est le professionnel de santé. On ne peut parler de off-label use que lorsque c'est le professionnel de santé et non pas le patient qui prescrit, dispense ou recommande intentionnellement un produit dans un but médical, de façon non conforme à l'information officiellement approuvée. Voilà la description de concept officielle. Mais s'y rajoute donc cette restriction dont on parlait tout à l'heure pour les codeurs, on ne doit utiliser ce PT que lorsque le rapporteur nous a clairement indiqué que l'utilisation était non conforme au document de référence. Alors c'est pas forcément avec ces mots-là, ça peut être par exemple utilisation hors AMM, utilisation hors indication, etc. Mais vous voyez, il faut que le concept soit formellement rapporté. Que faire si vous recevez un cas qui manifestement pourrait être une utilisation non conforme, mais que ce n'est pas clairement indiqué? Alors les consignes qui ont été récemment ajoutées dans les PTC, c'est les suivantes. C'est première étape, si vous pouvez obtenir une clarification pour dire bon ça semble être une utilisation non conforme, est-ce que vous pouvez le confirmer? Mais si ça n'est pas confirmé par le rapporteur, vous ne devez pas coder comme
utilisation non conforme. Donc vous ne devez pas utiliser ce PT ou un LLT en dessous, utilisation non conforme au document de référence, ou off-label use si vous codez en anglais. Un exemple pour illustrer ça, le pédiatre a décidé d'utiliser le vaccin Covid-19 pour son patient de 10 ans à haut risque, bien que le vaccin ne soit pas encore officiellement autorisé pour ce groupe d'âge. Alors, on est bien dans la situation, c'est un professionnel de santé qui a fait des choses de façon intentionnelle, et on nous dit bien que c'était pas officiellement autorisé. Donc les conditions sont remplies pour qu'on choisisse un terme appartenant au PT, utilisation non conforme au document de référence. Et on va trouver le LLT qui va décrire le plus spécifiquement possible cette situation. Utilisation dans un groupe d'âge non approuvé par le document de référence. Erreurs médicamenteuses potentielles. On a commencé à en parler tout à l'heure. Donc c'est des signalements qui nous sont faits de situations qui pourraient risquer d'amener à une erreur. Voilà, typiquement des noms de médicaments qui se ressemblent ou des conditionnements qui se ressemblent. Par exemple, il peut y avoir plein d'autres choses, des informations mal lisibles sur une seringue, par exemple, je sais pas. Toutes ces choses qui nous sont rapportées. Alors, il n'y a pas eu d'erreur. Est-ce qu'il faut coder ça? Oui, absolument. Les autorités sont très demandeuses que ces rapports-là leur soient communiqués et donc qu'ils soient codés en MEDRA. Alors, il n'y a pas eu d'erreur, donc il n'y a évidemment pas eu d'événements indésirables, il n'y a pas eu d'erreur, mais c'est des choses que les pharmacovigilants, par exemple, vont rapporter dans les rapports périodiques de pharmacovigilance, dans les PSUR, par exemple. Alors, pour coder ça, on doit mettre deux codes. Un qui signale ce caractère potentiel, donc c'est le LLT, circonstance ou information susceptible de mener à une erreur médicamenteuse ou une erreur d'utilisation de dispositif. Et puis un deuxième code qui décrit la cause d'erreur possible. Alors attention, qui décrit non pas la conséquence possible. Hein. La conséquence, ça serait par exemple erreur d'administration d'une mauvaise dose. Il n'y a pas eu d'administration d'une mauvaise dose ou d'un mauvais médicament. C'est juste une erreur potentielle. Donc on ne va pas coder l'administration du mauvais médicament. On va coder la cause possible d'erreur et non pas la nature de l'erreur possible. Donc se souvenir, se coder ces deux choses. J'illustre ça tout de suite par un petit exemple. Un pharmacien a signalé que l'impression floue de l'étiquette du médicament pouvait conduire à l'administration d'une dose erronée. Donc, on va mettre nos deux concepts, nos deux codes. Celui qui dit qu'il y a une erreur potentielle, que ce qu'on est en train de rapporter, c'est une erreur potentielle, risque d'erreur médicamenteuse de type erreur de dose, qui appartient à ce fameux PT, circonstance ou information susceptible de mener à une erreur médicamenteuse. Et puis donc, la cause possible de l'erreur, ce qu'on appelle le facteur contributif, qui est non pas l'administration d'une dose erronée, puisqu'il n'y a pas eu d'administration d'une dose erronée, mais l'étiquetage du produit est illisible. Ce qui est le terme le plus proche dans MEDRA pour traduire l'impression floue de l'étiquette. Ça appartient au PT, problème d'étiquetage du produit. Cinquième grand principe, quatrième, je suis toujours dans le quatrième. Oui, une erreur de numérotation là, excusez-moi. Une erreur médicamenteuse interceptée. Alors là, il s'est bien produit une erreur, mais quelqu'un a réalisé l'anomalie avant que le médicament ne soit administré au patient. Il y a donc, on a dit, des termes pour les erreurs interceptées dans MEDRA. Et donc, il faut choisir le bon terme. Le terme doit refléter l'erreur, l'étape à laquelle l'erreur a été commise, et non pas l'étape à laquelle l'erreur a été interceptée. Puisque l'erreur, l'important c'est de saisir qu'est-ce qui s'est passé et à quelle étape.
Par exemple, si le pharmacien a fait une erreur en délivrant les médicaments, mais l'infirmière a réalisé l'erreur et ne l'a pas donné au patient, scénario typique d'erreur interceptée, on va choisir erreur de dispensation médicamenteuse interceptée, puisque c'est au moment de la dispensation que l'erreur s'est produite. Erreur interceptée de dispensation de produit. Cinquième grand principe, j'en ai déjà un peu abordé ça, il faut essayer de capturer au maximum dans le codage à quelle étape ça s'est produit. Alors, ce qu'on appelle chaîne médicamenteuse, c'est la suite des opérations effectuées depuis le stockage du produit jusqu'au suivi après l'administration. Donc ici, on va appliquer, c'est une des règles de base du codage MEDRA, c'est capturer toute l'information rapportée. Et donc, ici, ça s'applique à l'étape de survenue du problème. Donc, on va essayer de toujours capturer à la fois la nature de l'erreur et le stade à laquelle ça s'est produit. Alors, certains termes MEDRA vont nous aider parce qu'ils capturent à la fois la nature et l'étape. Par exemple, prescription de médicaments erronés. Donc là, on sait quand ça s'est passé et la nature de l'erreur. Mais certains termes MEDRA ne vont pas être aussi précis. Certains vont capturer seulement le type d'erreur, par exemple erreur de médicament. Certains vont capturer seulement l'étape, par exemple erreur de prescription médicamenteuse. Mais il est important d'essayer, quand on a l'information, vraiment de capturer ces deux informations. Alors bien entendu, si l'étape n'est pas connue, on va coder seulement le type d'erreur. Si le type d'erreur n'est pas connu, on va coder uniquement l'étape de survenue. C'est un peu une lapalissade. Donc quand on a de la chance, on trouve un LLT qui capture les deux informations. Par exemple, si on doit coder la pharmacie a délivré le mauvais médicament, eh bien on trouve le LLT dispensation de médicaments incorrect. Ça capture bien la nature et l'étape. Et donc on n'a pas besoin de mettre deux LLT là-dessus qui seraient par exemple erreur de médicament et erreur de dispensation. Mais dans d'autres scénarios, eh bien, on ne va pas trouver de LLT qui capture les deux choses. Donc, on va devoir coder avec deux LLT pour bien capturer toute l'information. Par exemple, a prescrit par erreur le mauvais dosage. Il n'y a aucun LLT qui va nous permettre de refléter tout ça. Donc, on doit utiliser le LLT erreur de dosage médicamenteux et erreur de prescription pour refléter que ça s'est passé au moment de la prescription. Sixième principe, les facteurs contributifs. Alors, ce qu'on appelle facteurs contributifs, autrefois on appelait ça les causes premières. Bon, c'est un peu le même concept. C'est-à-dire c'est ce qui est à l'origine vraiment de l'erreur. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut identifier comme étant vraiment le facteur premier? Évidemment, s'il est indiqué, il faut absolument le coder, puisque c'est là-dessus qu'après on va pouvoir agir. Et bien entendu, capturer aussi les erreurs qui en sont résultées. Donc, là aussi, on va devoir mettre plusieurs codes, un pour le facteur contributif et un pour l'erreur qui en est résultée. Quelque chose de typique, par exemple, c'est les médecins qui font des prescriptions en écrivant comme des cochons. Voilà, un exemple, c'est un exemple réel d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un procès là-dessus, c'est publié. Le médecin a rédigé une ordonnance pour 40 mg du médicament X pour un angor, toutes les 6 heures. Mais en raison de l'illisibilité de l'ordonnance, l'infirmière a administré la même dose du médicament Y, un inhibiteur calcique utilisé pour le traitement de l'hypertension, pour laquelle la dose quotidienne maximale n'est que de 10 mg. Un jour après avoir pris le surdosage, puisqu'il s'agit bien ici d'un surdosage, du médicament Y, le patient a eu une crise cardiaque et est décédé. Comment on va coder ça? Donc là, on a une cause primaire, on a un facteur contributif d'origine qui est la prescription illisible. Alors on a mis le code aussi angine de poitrine puisque comme on le fait en pharmacovigilance, c'est l'indication du traitement.
Mais on ne va pas coder seulement, évidemment, le facteur premier, on va coder aussi les erreurs qui se sont succédées. Il y a eu une erreur de médicament administré, il y a eu un surdosage, c'était un surdosage accidentel, comme il faut le préciser dans le codage, et enfin une crise cardiaque. Donc là, le message, c'est vraiment, dès qu'il y a un facteur contributif, une cause première, il faut absolument la coder, la capturer dans le codage. Septième grand principe, ne pas supposer une erreur médicamenteuse. Alors voilà, c'est toujours un principe de MEDRA, du codage, pas d'interprétation, pas de supposition. Si c'est pas clairement signalé comme tel, on ne va pas coder qu'il y a eu une erreur. Par exemple, si on reçoit ce verbatim, l'infirmière a administré 50 mg du médicament X. Bon, ben d'accord, mais quel est le problème là? En l'état, si on met qu'il y a eu une erreur ou un surdosage, c'est de l'interprétation. On n'a rien à se mettre sous la dent, et en toute rigueur, cette information ne devrait pas nous être apportée parce que on peut rien en faire. Donc, évidemment, vous allez essayer d'avoir une clarification pour savoir quel est le problème. S'il n'y a pas moyen d'en savoir plus, bon, vous pouvez toujours, dans le narratif de votre cas, rappeler la posologie indiquée dans le RCP, mais en aucun cas on ne va coder qu'il y a eu une erreur médicamenteuse ou un surdosage ou un excès de médicaments. Bon, ça je passe rapidement, c'est un document, une slide que vous trouvez dans le document, les guides de l'agence européenne, qui reprennent les différents types de situations, les erreurs qui aboutissent à un événement indésirable, les erreurs qui n'aboutissent pas aux événements indésirables, les erreurs interceptées, donc qui n'atteignent pas le patient, et les erreurs potentielles, donc où il n'y a pas eu vraiment d'erreur. Bien, et maintenant on va faire quelques démonstrations ou exercices, puisque je vais vous solliciter aussi pour avoir votre avis sur les questions qu'on va se poser, d'un certain nombre de cas, de 5 ou 6 cas. Alors, je rappelle, les questions à se poser, toujours 3 questions systématiquement, intentionnelles ou pas, qui est l'origine, est-ce qu'il y a un but thérapeutique? Ensuite, avec les principes qu'on a vus, on a d'autres questions à se poser. À quelle étape de la chaîne médicamenteuse ça se situe? Si je le sais, il va falloir que je le capture dans le codage. Est-ce que c'est une situation où il y a eu des erreurs en cascade? Est-ce qu'il y a eu un préjudice pour le patient, évidemment? Est-ce qu'il y a des facteurs d'erreur qui sont rapportés? Ou est-ce que c'est un scénario de type erreur potentielle, signalement de fait qui pourrait conduire à une erreur? Ou encore, est-ce qu'il s'agit d'une erreur interceptée? Voilà, ces questions, elles sont importantes parce qu'elles vont vous permettre donc déjà d'avoir une très bonne idée de ce qu'il faut trouver dans le terme MEDRA que vous allez choisir. Alors attaquons avec le cas numéro 1. L'infirmière a oublié d'administrer au patient la seconde dose de chimiothérapie. Alors, on se pose nos questions. Est-ce qu'on sait si c'était accidentel ou intentionnel? Ben oui, on le sait. Qui a provoqué l'incident? On le sait. Est-ce dans un contexte thérapeutique? Ben, c'est clair que oui. À quelle étape de la chaîne médicamenteuse? On le sait, c'est au moment de l'administration. Est-ce qu'il y a un facteur contributif? Pourquoi elle a oublié? Ben ça, on n'en sait rien. Alors on déroule notre petit arbre décisionnel, c'est accidentel, c'est par un professionnel de santé, c'est dans une intention thérapeutique, donc on est bien dans le cadre de erreur médicamenteuse, et il va falloir aller chercher un terme dans le HLGT, erreur médicamenteuse et autres problèmes, etc., etc. Si on parcourt MEDRA, alors je ne vais pas le faire en direct parce que je sais que c'est pas facile à lire à distance, donc j'ai fait plutôt des copies d'écran là. Et ce qui est surligné en bleu, c'est des termes qu'on pourrait être tenté d'utiliser
pour notre scénario, donc je rappelle, l'infirmière a oublié d'administrer la deuxième dose de chimiothérapie. Alors, on a par exemple administration moins fréquente que la posologie prévue par jour. Alors, est-ce toujours regarder la hiérarchie ou est-ce que ça se situe dans les erreurs médicamenteuses et autres erreurs et problèmes? Est-ce qu'il capture le fait que c'était accidentel plutôt qu'intentionnel? Non, donc c'est plutôt un terme neutre ça. On aurait aussi omission d'une administration de médicaments par erreur, qui est aussi dans ce même HLGT, des erreurs et autres problèmes. On a omission d'une prise médicamenteuse. On a utilisation de médicaments selon un schéma d'administration non approuvé, qui est dans problème d'utilisation du produit, erreur médicamenteuse et autres problèmes. Donc aussi dans le HLGT des non intentionnels. Et puis si on cherche par mots-clés, on peut aussi trouver ça, interruption temporaire du traitement. Mais lui qui est dans un tout autre SOC, actes médico-chirurgicaux, et dans le HLGT, intervention thérapeutique. Alors à vous de jouer maintenant entre ces 5-là, lequel vous paraît le meilleur? Alors voyons vos réponses. Il y a un consensus qui est en train de se faire sous nos yeux pour omission d'une administration de médicaments par erreur. Et effectivement, c'est la bonne réponse, puisque ce code-là, ce terme de MEDRA, il capture bien le fait que c'est une erreur et le descriptif, la nature exacte de l'erreur et l'étape, puisque c'est au moment de l'administration. Donc effectivement, c'est le meilleur code. Les autres ne capturaient pas tout ça. Interruption temporaire du traitement, on a vu, c'est dans une autre SOC, c'est plutôt pour les cas où on arrête le traitement pour une raison médicale ou non médicale, mais pour typiquement avoir une intervention ou parce que il n'y a plus de médicaments, il y a une rupture de stock, ou voilà. C'est pas fait pour les omissions comme ça, du fait d'une erreur. Voilà, donc c'est bien la bonne réponse. Omission d'une administration de médicaments par erreur, bravo à vous. Et on se lance dans le cas numéro 2. Le patient a mal lu les instructions et il a pris le médicament X en prophylaxie alors qu'il n'est indiqué que comme traitement de cette pathologie. Par exemple, le patient il est parti en voyage à l'étranger et il a pris de l'Imodium tout le temps en prévention de la diarrhée des touristes. Alors que c'est pas indiqué pour prévenir la diarrhée. Alors, on déroule nos questions habituelles. Est-ce que c'est accidentel ou intentionnel? Qui a provoqué l'incident? C'est clair que c'est le patient. Est-ce que c'est dans un contexte thérapeutique? Oui, ce n'est pas pour le fun qu'il a pris ça. À quelle étape de la chaîne médicamenteuse l'incident s'est produit? On le sait, c'est le moment où il a pris. Donc c'est l'administration. Est-ce qu'il y a un facteur contributif? Il n'y a rien qui nous est rapporté. Alors déroulons l'algorithme. Est-ce que c'est intentionnel ou accidentel? C'est pas intentionnel, c'est le résultat du fait qu'il a mal lu les instructions. Donc c'est une erreur. Donc c'est accidentel. C'est le patient, il y a une action thérapeutique, donc on est dans le cadre d'une erreur médicamenteuse. Si on
cherche dans MEDRA, voilà les LLT qui ont été présélectionnés comme des candidats possibles. Dans le HLGT, erreurs médicamenteuses et autres erreurs et problèmes, on a utilisation de médicaments pour une indication non approuvée. Utilisation non intentionnelle pour une indication non approuvée. Erreur d'administration de médicaments. Confusion des instructions de la notice du produit. Et dans le HLGT, utilisation non conforme et problème d'utilisation mais usage intentionnel du produit, on a aussi utilisation dans une indication non approuvée par le document de référence. Qui appartient au PT? Utilisation non conforme au document de référence, c'est-à-dire off-label use. À vous de jouer maintenant pour choisir entre ces 5-là. Voilà vos réponses. Ok. Alors, utilisation non intentionnelle pour une indication non approuvée, c'est ce qui a eu la majorité. Alors, rappelons-nous toujours, surtout dans ce type de scénario, il faut vraiment aller voir la hiérarchie, c'est très important. Si je retourne à la slide précédente, on sait que c'est une erreur, c'est ce qu'on a dit au début, et donc il faut absolument aller chercher dans ce HLGT erreurs médicamenteuses et autres problèmes, et autres erreurs et problèmes d'utilisation. Et non pas dans le HLGT des choses intentionnelles. Et surtout pas dans le PT off-label use, utilisation non conforme au document de référence, puisque on le rappelle que c'est seulement si c'est le professionnel de santé qui a prescrit ça de façon intentionnelle. Or là, dans ce scénario, c'est pas le professionnel de santé et c'est pas intentionnel, c'est une erreur. Donc, il faut aller chercher dans ce cadre-là. Alors, confusion donc effectivement, lorsqu'on a dit ça, ça sélectionne automatiquement ce terme utilisation non intentionnelle pour une indication non approuvée, qui capture bien le fait que le produit il a été utilisé, mais de façon accidentelle, pour une indication non approuvée. Et donc, celui-là, c'est celui du off-label use. Il est interdit dans ce cas-là. Est-ce qu'il faut mettre confusion des instructions de la notice du produit? Ben moi je dirais non parce que là on entre dans le domaine de l'interprétation. Rien ne dit que ni que la notice était confuse, ni que le patient a fait des confusions en lisant la notice. On dit simplement qu'il l'a mal lu. Donc, à mon sens, on ne doit pas coder confusion des instructions de la notice du produit. Et la bonne réponse, c'est la numéro 2. Continuons avec le numéro 3. Alors oui, une autre réponse possible, acceptable pour lorsqu'on veut vraiment saisir le fait que le médicament il a été administré, ça serait d'ajouter le terme erreur d'administration médicamenteuse. Sinon, on ne capture pas le fait que le patient, c'était à l'étape de l'administration que ça s'est passé. Cas numéro 3. Le patient, il a pris plus que la dose prescrite pour obtenir un meilleur effet du médicament. On déroule notre algorithme. Est-ce que c'est intentionnel
ou accidentelle? Qui a provoqué l'incident? On sait. Est-ce que dans le contexte thérapeutique? Clairement oui. À quelle étape? C'est encore à l'administration. Est-ce qu'il y a un facteur contributif? On ne voit pas. Notre arbre décisionnel, donc il va ressembler à ça. C'est intentionnel. C'est le patient. C'est avec une intention thérapeutique. Donc, on est dans le mésusage. Et dans le mésusage intentionnel. Pour clarifier, de toute façon, le mésusage, en principe, c'est intentionnel. Alors, voilà ce qui est proposé comme LLT parmi lesquels vous aurez à choisir. Administration, je rappelle le verbatim, le patient a pris plus que la dose prescrite pour obtenir un meilleur effet du médicament. Alors, entre ceux-là, lesquels vous allez choisir, je vais lancer le quiz dans un instant. Vous voyez que les termes, ils paraîtraient tous pertinents si on ne regardait pas leur hiérarchie. Oui, c'est vraiment important de regarder la hiérarchie. Alors, lançons le quiz. Ah, mais j'ai pas de quiz là-dessus, pardon. Je vais faire, j'ai pas préparé de quiz, je le fais en démonstration. Pourquoi on va choisir celui-là, mésusage intentionnel par changement de dose? Alors, revenons à la diapo précédente. On a vu que c'était pas accidentel, c'était intentionnel. Il a pris plus que la dose prescrite pour obtenir un meilleur effet du traitement. Donc, il faut aller chercher dans ce HLGT, utilisation non conforme et problème d'utilisation, mésusage intentionnel. On va aller dans ce HLGT, mésusage intentionnel du produit, descendre la hiérarchie, mésusage intentionnel du produit, parmi les LLT, le plus spécifique, ça va être par changement de dose. Ok. Pourquoi il ne faut pas prendre le terme ici? Parce qu'ils n'appartiennent pas à la bonne hiérarchie. Puisque c'est intentionnel. Est-ce qu'il faut mettre surdosage? Est-ce qu'il y a une notion de surdosage ici? Il n'y a pas de notion de surdosage, ni indiquée par le médecin, par le rapporteur, pardon, ni clair d'après le verbatim. On ne nous dit pas qu'il a été au-delà de la dose maximum recommandée dans les RCP. Il a juste pris plus que la dose prescrite. Donc on ne doit pas parler de surdosage ici. Cas numéro 4. Le médecin prescrit le médicament A pour stopper le travail prématuré, c'est un obstétricien, un accoucheur, après évaluation du rapport bénéfice-risque, alors que l'indication n'est non couverte par le RCP, nous dit le rapporteur. On sait si c'est intentionnel ou pas, on sait qui a provoqué l'anomalie, on sait que c'était dans un contexte thérapeutique, on sait à quelle étape de la chaîne médicamenteuse ça s'est produit. Est-ce qu'il y a un facteur contributif identifié ou identifiable? Bah non. On déroule notre algorithme, c'est intentionnel, c'est par le professionnel de santé, c'est avec une intention thérapeutique. On est bien dans le cadre donc de le off-label use ou utilisation non conforme au document de référence. Est-ce qu'on a le droit de coder comme ça? Ben oui, parce que le rapporteur nous a clairement dit que c'est une indication non couverte par le RCP. Donc on va pouvoir coder comme ça, et parmi tous les termes qui sont ici, vous allez devoir choisir le bon. Donc je rappelle, je vous laisse un moment regarder à quelle hiérarchie ils appartiennent avant de lancer le quiz. Cette fois-ci, il y a un quiz. Donc passons au quiz avec ces termes en bleu et à vous de donner les réponses.
Il y a déjà des réponses qui sont arrivées. Alors, voyons vos réponses. Donc, c'est assez réparti. Hein. Utilisation dans une indication non approuvée par le document de référence. Médicament prescrit pour une indication non approuvée. Et utilisation intentionnelle pour une indication non homologuée. Alors là, c'est vraiment la hiérarchie qui va nous guider. On a dit qu'on était dans le contexte, dans le cadre vraiment du off-label use. Tous les critères étaient réunis pour qu'on puisse coder off-label use. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille chercher notre code dans ce fameux PT, utilisation non conforme au document de référence. Off-label use, si vous travaillez en anglais. Et on va chercher le LLT qui est le plus spécifique, qui va être utilisation dans une indication non approuvée par le document de référence. Celui-là, alors on pourrait dire pourquoi celui-là il n'est pas bon. En fait, celui-là, il appartient à la catégorie problème d'utilisation intentionnelle et il est destiné à coder les cas où ça serait le patient et non pas un professionnel de santé qui aurait fait une utilisation intentionnelle pour une indication non approuvée. Parce que quand c'est le professionnel de santé, c'est un off-label use, donc c'est à coder avec ce PT. Utilisation non conforme au document de référence. Et puis évidemment, tous les termes qui appartiennent au HLGT, erreurs médicamenteuses et autres problèmes et erreurs, ne sont pas à utiliser ici, puisqu'on est clairement dans l'intentionnel. La bonne réponse était donc celle-là. Encore une démonstration de codage, ou un exemple. Le médecin a confondu les noms des médicaments parce qu'ils se ressemblent et a prescrit le mauvais médicament. On déroule toujours nos interrogations. Nanana. Mais cette fois-ci, on a vu un facteur contributif. Les médicaments ont un nom qui se ressemble. Attention, c'est donc très important de saisir ce facteur contributif. En plus, évidemment, des erreurs qui ont été commises. Déroulons notre algorithme. Accidentel par le professionnel de santé avec attention thérapeutique. Donc, on est bien dans une erreur médicamenteuse. On sait maintenant dans quel HLGT il va falloir aller chercher. Alors, voilà les propositions qui vous sont faites. Erreur de médicament, erreur de médicament administré. Alors, je rappelle le verbatim. Le médecin a confondu les noms des médicaments parce qu'ils se ressemblent et a prescrit le mauvais médicament. Confusion entre produits, ressemblance visuelle du nom de médicament, prescription de médicaments erronés, problème de prescription de médicaments. La bonne réponse, c'est prescription de médicaments erronés, qui appartient au PT erreur de prescription de produits. Alors pourquoi? C'est la bonne proposition. Erreur de médicament, c'est pas assez précis. On ne sait pas à quelle étape ça s'est produit. Erreur de médicament administré,
et ben là, on est dans l'interprétation. Le verbatim ne dit pas que ça a été administré. Il dit que c'est une erreur au moment de la prescription. Donc, il faut essayer de capturer ça. Prescription de médicaments erronés, ça capture bien l'étape et la nature de l'erreur, et ça appartient bien au HLGT, erreur médicamenteuse. Et puis notre facteur premier, qu'il faut essayer de capturer par le codage, ça va être confusion sur le nom du produit à cause de la ressemblance visuelle du nom du médicament. Pourquoi celui-là, problème de prescription de médicaments, il n'est pas pertinent dans notre cas? Parce qu'il ne dit pas si c'était intentionnel ou accidentel. C'est un terme neutre. Alors que là, on sait très bien que c'est une erreur. Voilà pourquoi on a choisi celui-là. Avec donc le facteur contributif à coder en plus. Voilà, on arrive au terme de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Un petit résumé de ce qu'on a vu. Il y a quelques questions qui sont arrivées que je vais y revenir dans un petit instant. Bon, là, je passe rapidement. On est censé savoir ce qu'on a étudié. Juste, je vous ai mis dans le document que vous pouvez télécharger, donc je vous encourage à le faire dans l'onglet documents. Quelques liens vers des pages intéressantes sur le site Medra, entre autres. Je voulais vous rappeler qu'on était présent sur les réseaux sociaux et qu'en particulier il y avait un groupe francophone qui était un groupe WhatsApp francophone. Ça permet de s'échanger un peu entre utilisateurs et codeurs francophones. Donc il y a le QR code là que vous retrouverez facilement sur le site Medra dans l'onglet contact, le raccourci contact qui est là en haut. Le fait que vous ayez assisté à ce webinaire vous ouvre droit à un certificat de participation. Ça sera à vous d'aller le télécharger d'ici 2 jours ouvrés. Il faut pour ça aller sur le site Medra. Vous avez je peux vous le montrer d'ailleurs, on a le temps. Pardon. Si vous allez sur Medra, le site medra.org, faut aller sur le SSA, c'est-à-dire Self Service Application. Il est là, et vous avez aussi un raccourci ici d'ailleurs, revient vous-même. Voilà. Vous arrivez sur cet écran, vous allez dans l'onglet formation, obtenir un certificat de formation, et là vous allez saisir l'adresse mail avec laquelle vous êtes inscrite à ce webinaire, et vous pourrez télécharger votre certificat. Voilà. Voilà. Alors merci pour votre participation, mais on a encore un peu de temps pour prendre les questions. Alors première question, c'est dans quel cas aurait-on codé confusion? C'est une très bonne question, mais j'avoue que je me la pose parfois aussi. Alors je vais réafficher le cas qui parlait de ça. C'était pas celui-là, c'était celui qui était le patient qui a pris, je pense, de l'Imodium. Voilà. C'est là qu'on s'était posé la question, est-ce qu'on utilise le LLT confusion? Voilà. Je pense que la question a été posée à ce moment-là. Alors, le problème, c'est que confusion, c'est un peu ambigu en français.
Ça peut vouloir dire soit que les instructions étaient confuses, soit que c'est le patient ou le lecteur qui a fait des confusions. En fait, l'ambiguïté, elle n'est pas tellement levée dans Medra parce que on l'utilise tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre dans Medra. Donc, si vous avez clairement la notion que, mais c'était pas le cas dans ce verbatim, que le patient a fait une confusion en lisant, il a pris une chose pour une autre, là, vous pouvez coder qu'il y a eu une confusion du patient, confusion des instructions. Là, si on regarde ça, ça évoque quand même plutôt le libellé, le texte de l'étiquetage qui était confus, qui portait à confusion. Moi, c'est ce que je comprends en regardant la hiérarchie. Donc, je pense que bon, c'est clair que c'est pas à mettre ici comme code pour ce cas-là parce que ça serait de l'interprétation. L'idée dit nulle part que l'instruction était confuse. Et on n'a rien qui nous dit que le patient, on n'a pas de terme qui nous permettrait de capturer que le patient il a mal lu la notice. Je vois pas de terme parmi ceux qui sont affichés ici en tout cas qui conviendrait pour capturer ce concept-là. Bon, c'est une question qui se pose souvent en français parce que même quand je fais la traduction des termes confusion en anglais, on sait jamais trop en fait dans quel sens c'est utilisé. La confusion entre produits, c'est clairement par exemple, ils sont trompés entre un produit A et un produit B. Hein. Voilà. Alors l'autre remarque me dit le verbatim ne parle pas d'utilisation mais juste d'un produit prescrit. Alors là, ça fait référence à un autre cas, j'aurais dû les prendre au fur et à mesure en fait. Produit prescrit, je pense que ça devait être ça, je pense. Hein. Effectivement, vous avez raison, le verbatim ne dit pas que le médicament a été effectivement administré. Oui, la personne me confirme que c'est bien pour l'histoire du travail prématuré. En toute rigueur, c'est vrai que le médecin a prescrit le médicament. Bon, je pense que dans le cadre d'un traitement obstétrical, on a considéré que la prescription et l'administration, ça se confondait un peu. Mais en toute rigueur, je trouve que vous avez raison et qu'on devrait modifier un peu le libellé de cette verbatim pour dire le médecin a administré le médicament A pour stopper le travail prématuré. Et dans ce cas-là, effectivement, ça serait plus clair de choisir ce qu'on a choisi, c'est-à-dire utilisation dans une indication non approuvée. Ok. Oui, c'est pour ça que ça s'est réparti équitablement sur les deux propositions. Ok. Sauf que, alors là c'est là qu'il faut retourner à la hiérarchie. Médicament prescrit, il est où Ah oui, c'est ça le problème. Médicament prescrit pour une indication non approuvée, et il convient pas parce qu'il n'est pas dans la bonne hiérarchie. Donc il faut vraiment prendre celui qui est sous utilisation non conforme document de référence. Et ici, on n'a pas, alors on voit peut-être pas tous les LLT, mais on n'a pas de LLT qui dit administration dans une indication non approuvée par le document de référence. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a choisi ce LLT là, parce que c'était le plus proche. Voilà, très très bonne remarque, merci. Bien, alors je vois pas d'autres questions arriver.
Donc je pense que l'on va sonner la fin de ce webinaire. Je vous remercie vivement pour votre participation active avec des questions très intéressantes et des remarques très pertinentes qui vont nous permettre d'améliorer notre matériel de formation. D'ailleurs, vous allez recevoir d'ici très peu de temps un petit mail qui vous demandera de faire une évaluation très rapide de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous semble bien et ce qui pourrait être amélioré. C'est comme ça qu'on peut améliorer en permanence notre matériel de formation. Et puis, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée à tous et à bientôt peut-être pour un prochain webinaire. Au revoir.